Bonjour à toutes et bonjour à tous. Troisième invité de notre grande émission politique, la grande tribune de la présidentielle, Arnaud Montebourg, qui se présente en indépendant, ou plutôt avec une ambition, la remontada, dont l'ancien ministre socialiste de l'économie et du redressement productif a fait un slogan de campagne et un livre programme, le voici, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour Philippe Mabille. Pour vous interroger pendant cette heure au cours de laquelle nous vous parlerons de votre projet pour le pays et de vos propositions concrètes, je suis en compagnie de Marc Hundevel. Bonjour Marc. Bonjour Philippe. Notre chroniqueur politique. Alors à 59 ans, vous, le natif de Clamecy, commune rurale d'un département qui a déjà donné un président à la France, la Nièvre, vous êtes lancé dans une bataille que vous qualifiez dans ce livre de crucial. Vous nous direz pourquoi le ministre devenu entrepreneur terrien, je dirais, dans l'agriculture, avec le miel de Bleu Blanc Ruche, la compagnie des amandes, les glaces bio La Mémère, engage ce combat avec un positionnement qu'on pourrait qualifier, mais on va en parler avec Marc et vous, d'inclassable, peut-être celui d'une gauche souverainiste, mais est-ce que vous êtes encore de gauche? Est-ce que vous êtes seulement souverainiste? Vous nous le direz. Alors première question, peut-être, on ne peut pas évidemment l'éviter, la tonalité particulière prise par cette campagne peut peut-être paraître étrange. En tout cas, elle est dominée aujourd'hui par le thème de l'immigration qui est imposé par la possible et prochaine candidature d'Éric Zemmour. Même vous avez pris part avec une proposition sur la question du blocage des transferts des travailleurs immigrés vers leurs familles dans leur pays d'origine pour faire pression, dites-vous, sur les États. Mais ça n'a pas été très bien compris. Vous avez dit « je me suis fait engueuler ». Est-ce que vous maintenez cette proposition? Et puis plus globalement, quelle est votre position sur ce débat? Je l'ai retirée parce que elle ne correspondait pas à ce que je voulais exprimer. Ma vision de, finalement, l'immigration, c'est celle de l'histoire de France. C'est un pays qui a accueilli, qui a intégré, qui a fabriqué des Français. Il y a une machine à intégrer et qui constitue la nation politique que nous sommes. Vous avez une vision identitaire qui vise à constituer une nation ethnique sur une base imaginaire. Et puis vous avez une position anti-identitaire qui est la mienne, qui consiste à dire nous sommes une nation de projet. Pourquoi aujourd'hui elle se déchire, cette nation, la France? Parce qu'il n'y a pas de projet. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la remontada est un projet. C'est un projet de remontée de la force de notre pays et qui met beaucoup d'ambition, un peu d'audace aussi, de l'imagination, je l'espère, et qui a pour objectif de nous rassembler autour d'un projet. Vous savez ce que disait Saint-Exupéry? Il disait « Donnez-leur, en parlant des Français, donnez-leur des cathédrales à construire, ils s'aimeront ». Bien, des cathédrales, il y en a un certain nombre à reconstruire. Pas seulement Notre-Dame qui a été abîmée dans ce tragique incendie, mais il y en a beaucoup à reconstruire. Et c'est l'objet de mon projet de nation politique dans lequel je suis engagé dans cette candidature. Alors peut-être pour être un peu plus précis sur ce sujet de l'immigration avec Marc. En tout cas, vous avez évolué sur cette thématique ou pour vous, vous étiez toujours dans cette optique-là depuis quelques années? Parce que je me souviens qu'en 2012, quand vous aviez candidaté à la primaire du Parti socialiste, vous parliez sur le plan économique de démondialisation et en même temps, dans l'ouvrage que vous aviez consacré à l'époque, vous parliez de société multiculturelle. Donc c'est devenu un gros mot de parler de société multiculturelle ou c'est, comme vous le disiez à l'époque, une réalité de la société française dans toute sa diversité? D'abord, je n'ai pas bougé sur mes fondamentaux, je reste un démondialisateur. Je considère d'ailleurs que pour venir à bout des problèmes des énergies fossiles et finalement des émissions de gaz à effet de serre qui vont continuer, parce que l'échec de la COP26, 5 ans après la COP21, le fait que vous ayez la Chine, l'Inde et quelques grands pays qui continuent à construire des centrales à charbon, il y en a 620 qui sont en cours de construction, si on ne s'attaque pas à l'Organisation mondiale du commerce tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le libre-échange, eh bien il n'y aura aucun effet et aucune conséquence. Donc je n'ai pas bougé sur le sujet. D'ailleurs, ma vision du Made in France, c'est toujours la même. C'est celle que j'ai toujours défendue. La question, pour moi, de l'immigration, c'est la question de la machine à intégrer, c'est-à-dire du contrat que nous fixons avec ceux qui viennent s'établir sur notre territoire. Apprendre la langue, respecter les lois, connaître et faire l'apprentissage de nos mœurs, savoir ce qui est autorisé et interdit, et travailler. Le travail est d'ailleurs un élément d'intégration très important. Est-ce que cela suppose que nous devrions abandonner nos prénoms, par exemple?
Ma mère s'appelle Leïla. Mon grand-père s'appelle Khamlich. Nous sommes une famille, comme je dis, nous avons mélangé le Morvan et l'Algérie, des arabo-morvandiaux. Je suis moi-même issu de cette histoire-là. Donc cette construction-là n'a pas changé. Mais quand le contrat, il est formé, c'est normal que celui qui ne respecte pas, ou celle qui ne respecte pas le contrat, nous soyons extrêmement intransigeants vis-à-vis de cela. J'ai vu Jean-Luc Mélenchon me reprocher quelques phrases du livre de la Remontada où je disais, pour moi, l'immigration, c'est un contrat, c'est un donnant-donnant. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et d'ailleurs, comme disait Patrick Veil, l'immigration, c'est une addition. Ce n'est pas un approvisionnement. On s'enrichit. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on devienne la Suisse, c'est-à-dire qu'il ne pèse rien dans le monde, eh bien, il faut s'enfermer. Si vous voulez, moi je ne suis pas pour la fermeture des frontières, je suis pour qu'il y ait des règles. C'est un peu différent quand même. Et les règles, si possible, qu'on choisisse. Pas celles qu'on nous impose. Et à partir de là, si vous voulez qu'on devienne la Suisse, c'est ce que disait Alain Minc, nous ne sommes qu'un canton suisse. Pas du tout, nous sommes un grand pays qui a une grandeur et qui rayonne dans le monde. Donc c'est normal que nous soyons ouverts. Dans le livre, vous dites que le sujet, il ne faut pas fermer les yeux, vous venez de le dire, mais ce sujet doit être traité lucidement, avec raison et sans retard, mais sans hystérie. Est-ce que vous trouvez que le débat est devenu hystérisé sur l'immigration, à droite notamment ? Il va falloir qu'on ait une politique. Les Allemands ont une politique d'immigration. Le Canada a une politique d'immigration. Et ils sont régulateurs et exigeants, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique d'immigration. Donc il va falloir qu'on arrive à trouver un point d'équilibre sur le sujet. Alors évidemment, ça devient difficile, vous l'avez compris, puisque le soupçon est partout, et très vite on atteint des niveaux d'impossibilité de discussion. Donc il faut revenir à froid, reposer les termes du débat, ce que vous me permettez de faire, je vous en remercie, et puis regarder les choses froidement. Franchement, il y a beaucoup de choses à faire pour construire une politique d'immigration qui soit intelligente dans l'intérêt national et qui soit respectueux de nos valeurs et de nos fondamentaux. Mais si on ne reprend pas votre mesure, vous la retirez, comment on fait quand on veut discuter avec les États qui ne veulent pas reprendre ceux qui sont d'abord, c'est une mesure d'être renvoyés chez eux? La mesure que j'ai proposée fait partie de l'arsenal de ce que toutes les politiques américaines ont utilisé dans l'exercice de la puissance extraterritoriale. Les visas, les avoirs, le blocage des visas, le blocage des avoirs et la fin de l'aide et le blocage des transferts temporaires d'ailleurs. C'est ce que font tous les États. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait l'administration américaine. Donc ça ne vise pas les personnes, ça vise les États. C'est d'abord fait pour les États, contre les États, dans la mesure où il va falloir qu'on ait une coopération et une stratégie vis-à-vis de l'Afrique d'investissement, de réinvestissement, puisque nous avons été quand même largués par les Chinois, et une politique de coopération où l'ensemble des questions sont sur la table, mais où la France doit aussi respecter ses engagements. Alors, il se trouve qu'on vit une période difficile avec l'Algérie en ce moment. Je suis président de l'association France-Algérie. J'ai succédé à Jean-Pierre Chevènement et Pierre Joxe. C'est une crise diplomatique que nous vivons aujourd'hui parce que le président de la République a ouvert le front. J'allais dire, il a presque remis en cause l'existence de la nation algérienne. Ce que moi, qui suis un enfant de la décolonisation, ne me permettrait pas de faire. L'histoire a tranché sur cette question-là. Néanmoins, on a besoin de se mettre d'accord du côté des deux rives de la Méditerranée pour construire une stratégie dans l'intérêt mutuel de nos pays. Et ce travail-là doit se faire sur le long terme. Et évidemment, il y a des rapports de force, mais on n'est pas obligé de les utiliser. On peut aussi avoir une position politique, j'allais dire, de compréhension mutuelle. Alors vous rappeliez là, à l'instant que vous étiez à l'origine du concept de démondialisation, que vous, sur ces thématiques-là, vous aviez été d'une certaine manière précurseur. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, alors qu'il y a un certain nombre de faits internationaux, notamment les tensions entre la Chine et les États-Unis, qui d'une certaine manière vous donnent raison concernant la question de la souveraineté industrielle, la question de l'autonomie stratégique, la question d'une certaine forme de protectionnisme, en tout cas dans les solutions que vous préconisez, comment expliquez-vous qu'en ce début de campagne, ces problématiques purement économiques ne sont pas plus entendables dans l'espace public? C'est la faute à qui? D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que moi je fais campagne quasi exclusivement sur les questions économiques et sociales, puisque c'est l'essentiel des problèmes de nos compatriotes. Ces questions-là rejoignent d'ailleurs, sont en relation avec l'écologie et les échecs de toutes les politiques de décarbonation de l'économie mondiale. Donc il va bien falloir qu'on traite ces questions, qui d'ailleurs restructurent toute la pensée sur l'État,
l'investissement public, le niveau d'endettement qui ne peut plus être dans la vision libérale néoclassique ou néolibérale. Et donc, moi, je défends une stratégie de reprise en main de l'économie par l'État, non pas pour empêcher la liberté de s'exercer entrepreneuriale qui devrait être augmentée pour le coup, mais au contraire pour organiser mieux l'économie au mieux de nos intérêts nationaux et humains. Parce que sauver la planète, c'est l'humanité qui est en cause, dont nous sommes dépositaires à hauteur de ce que nous sommes, puisque la France, comme vous le savez, est sur la planète Terre. Alors dans votre livre, justement, vous proclamez votre amour de la France, de votre pays. Quel diagnostic, le nôtre, bien sûr. Le mien, le nôtre. Quel diagnostic faites-vous aujourd'hui? Vous êtes assez sévère, j'ai l'impression. Vous parlez d'un pays à terre, dégradation, humiliation, confiscation du pouvoir, confrontation. On a vraiment l'impression d'une situation où effectivement le terme de remontada s'appliquerait, parce qu'on est presque plus bas que terre quand on parle de reconstruction, c'est aussi un terme très fort. Oui. Qui nous ramène à... Macron a mis la France plus bas que terre pour vous? Macron, mais Macron a aggravé la situation, il ne l'a nullement corrigée. La situation, ouvrons les yeux, tout simplement. Les Français s'appauvrissent. Regardez comme l'immense majorité des territoires a chuté. Je suis un enfant de la France rurale, mais pas que, des petites villes, des sous-préfectures. J'ai vécu là, j'ai été élu là, je suis né là, et j'ai mon cœur là. Et je vois pas seulement la fin des services publics, les maternités, les hôpitaux qui ferment, ou les médecins qui ne sont plus remplacés, les déserts médicaux qui progressent. Non, je vois les commerces, je vois les friches industrielles, les friches agricoles. Il y a 20% de la surface agricole utile de notre pays qui est à l'abandon, qui sont des friches. Je vois les fleurons industriels en très peu de temps, 5 ans, démontés, vendus. Alstom, Technip, Alcatel, Lafarge, Essilor, vendu aux Italiens, et maintenant Suez, et Engie maintenant. Alors là, moindre mal, ça reste dans le giron national, puisque c'est Bouygues qui reprend un énorme morceau de Engie. Ariane, le déménagement en Bavière, tout le monde s'en moque. On importe tout. Regardez la balance commerciale. On importe tout. C'est un pays dépendant. Nous sommes dépendants des autres. Tous les autres pays européens ont des balances excédentaires, à l'exception de l'Espagne, la Roumanie, en gros, et la France. L'Espagne a réduit son déficit d'une année sur l'autre, après le Covid. La Roumanie aussi. La France l'a aggravé. Et les œuvres complètes de M. Macron, c'est 25 milliards d'aggravation de la balance commerciale. Ça veut dire quoi? Dans tous les domaines. Je discutais avec le président des fruits et légumes de France. Je lui disais, Monsieur le Président, on importe 65% de nos fruits et légumes, on ne sait plus faire des fruits et légumes en France. Il me dit, mais si, mais il faut de l'investissement, les banques ne nous suivent pas, l'État s'en fiche. Donc, il faut une politique de Made in France. Mais pas la Startup Nation. Parce que la Startup Nation, c'est très bien. J'ai monté, moi, des petites entreprises qui démarrent et qui, je l'espère, iront loin. D'abord, les startups, elles se font racheter par les empires ou les autres puissances qui viennent faire leur shopping en France. Mais surtout, la Startup Nation ne règle pas le problème de la désindustrialisation. Quand vous perdez d'énormes pans entiers de ces outils industriels souverains, pour les remonter, il faut des tickets en capital, en capitaux énormes. Donc pour moi, la révolution économique et industrielle du Made in France s'impose de taille XXL. Et j'en dirai un mot si vous me le permettez tout à l'heure, mais je continue. Les services publics, police, justice, éducation, santé. Expliquez-moi si ça va dans ces 4 services publics. C'est ce qui fait la vie en société. Les alliés, nos fameux alliés, nous piétinent. Et puis la protection sociale qui est attaquée. Sur le volet industriel. Donc quand on a mis tout ça bout à bout, je ne vous parle pas des attaques terroristes et du traumatisme que ça représente. Et donc quand vous mettez tout ça bout à bout, on nous sort le chiffre de la croissance ou de la réduction. Heureusement, tous les pays européens voisins, à l'exception de l'Espagne et l'Italie, sont maintenant quasiment en plein emploi. La Belgique, la Hollande, même la Grande-Bretagne. Le chômage a baissé quand même chez nous. Et oui, il a baissé, mais on est encore entre 7,5 et 8. Et je vous rappelle que les chômeurs longue durée et les chômeurs catégorie A, B, C sont encore supérieurs à l'avant-crise. Le président se remet à parler de plein emploi en disant si on poursuit ma politique, on va y arriver. Vous n'y croyez pas? Je pense qu'il nous manque 1 million d'emplois industriels en France, qui nous permettraient de retrouver, des bons salaires,
quand vous faites 1 million d'emplois industriels, vous faites x3 d'emplois attachés, de services, en sous-traitance autour. Donc ça ferait, si vous arrivez en 10 ans à faire 1 million d'emplois industriels, c'est-à-dire à retrouver finalement ce qui nous manque. J'ai là la liste, mais je ne vais pas vous infliger une énumération abusive, la liste des produits que nous... des 60 produits. Des 60 produits critiques qu'on retrouve dans toutes les listes. Bah, quand je vois que vous avez 1,8 milliard d'antibiotiques importés chaque année, que vous avez 10 milliards de médicaments alcaloïdes. Je prends cet exemple parce qu'il est très parlant. C'est ce qui sert à endormir les patients avant une opération chirurgicale tous les ans. Mais là, vous avez déjà de quoi faire 6-7 usines de 200 à 300 personnes dans des territoires désindustrialisés. Et il y a des propositions qui sont sur la table de l'industrie pharma pour faire toutes les commodités, des choses qu'on peut fabriquer, y compris au prix mondial, c'est-à-dire dans des conditions de compétitivité. Où est la volonté publique de le faire? Nulle part. Où est-ce qu'on a bridé la commande publique en disant, bah, écoutez, les directeurs d'achat des hôpitaux, ils vont faire travailler ces usines, il suffit de mettre une clause de préférence locale et l'affaire est absolument réglée. Où est-ce que se trouve le réinvestissement massif en capitaux, puisqu'il n'y a pas de capitaux privés pour faire ça, puisque la France investit son épargne dans l'immobilier, exclusivement à 95%, voilà, et non pas dans le productif. Ben, c'est à l'État de le faire en allant emprunter sur les marchés financiers pour convertir l'épargne. Sur le volet industriel, vous avez été jusqu'à proposer un nouvel Alcatel 5G, parce qu'effectivement... On a proposé 3. Un Ouais. nouveau Péchinet, un nouvel Alstom et un nouvel Alcatel. Concrètement, on fait comment? Voilà. C'est assez... Détaillons un peu. Ben, je vais entrer parce que ça m'intéresse. Nous Et ça aussi. me passionne. Et ça me passionne. Un nouvel Alcatel, il y a plusieurs industriels qui ont imaginé une 5G originale, qui ne soit pas la 5G, qui d'ailleurs est assez anti-écologique, parce qu'elle consomme beaucoup d'énergie. Et cette 5G, elle est attendue pas seulement par ce que pourrait être une France dans une sorte de troisième voie technologique entre l'empire chinois et l'empire américain, Huawei et les grands équipementiers américains. Et nous pourrions avoir un écho dans le monde entier pour exporter cette technologie. Nous avons, avec ces industriels qui ont bâti la trame technologique de ce projet, je suis allé le présenter d'ailleurs à Lannion devant les syndicats, les élus, pour leur dire, voilà, moi je voudrais faire ça. Et on peut le faire pour une somme assez modique finalement, parce qu'avec 1 milliard, ça nous suffirait en investissement public pour retrouver tous les emplois d'ingénieurs qui ont été détruits par Nokia, qui, je le rappelle, a racheté Alcatel, alors que pour moi, c'est Alcatel qui devait racheter Nokia. Et Lannion, siège historique de la recherche, voilà, de la recherche française. Général de Gaulle. Et donc, je suis allé là-bas parce que je voulais voir s'il y avait une motivation, et tout le monde est ravi de cette idée. Mais qu'est-ce qui reste en fait de cette plus rien. destruction Mais il ne reste plus rien. Rien. Tout ça a été détruit. Vous allez à Belfort. Je me suis rendu à Alors Belfort. Alstom, oui, parce Oui, que la même chose. c'est Marc qui a révélé le rachat par EDF. Oui, Je le oui. dis comme ça, dans la tribune, on l'a révélé, le rachat par EDF des alors, turbines voilà. Arabelle. Alors, donc on vend puis on rachète. Ah ben voilà, alors les turbines Arabelle, elles ont été vendues sous la signature du ministre de l'économie qui pouvait bloquer la vente. De l'époque, c'était M. Macron. Et maintenant, il les rachète comme président. Entre-temps, les brevets sont partis, les usines ont été très abîmées et quand même très rétrécies. Les territoires ont souffert, les sous-traitants ont fait faillite. Donc les dégâts sont énormes. Quel génie stratégique! C'est comme d'ailleurs la fermeture de Fessenheim. Et maintenant, on réinvestit dans le nucléaire. Mais comme on n'a pas de technologie, on va faire quoi? On va prolonger les centrales. Bon, bah donc, il ne fallait peut-être pas fermer Fessenheim. Vous comprenez? En 2018, M. Macron a dit on va faire dans le renouvelable et on va fermer nos capacités de production nucléaire. En 2021, il dit j'investis dans le nucléaire. Quel est ce génie stratégique qui nous dirige? Nouvelle Alstom, nouvelle Alcatel, Nouveau Péchinet. Nouveau Péchinet. Alors, c'est Mais quoi On parle de Péchinet, pourquoi? Péchinet a été racheté Par les Canadiens. OPA hostile et éparpillé, démantelé. Il ne reste, en 20 ans, vous savez ce qu'on appelle un smelter, c'est-à-dire les usines à cathode qui fabriquent l'aluminium, il ne reste en France que 2 usines, à Saint-Jean-de-Maurienne et à Dunkerque. En 20 ans, l'Union européenne des 27 a perdu 19 sites de fabrication d'aluminium sur son sol. Ils ont été fermés, pourquoi? Parce que l'électricité est régulée selon le marché libéralisé de l'Union européenne qui a fait exploser les prix. Donc,
Ce n'est pas le coût du travail qui a fait fuir toutes ces grandes usines. Une usine, c'est 500 emplois directs et 5000 emplois autour. C'est énorme. Dans la vallée de la Maurienne, si cette usine avait fermé, si je ne l'avais pas sauvée, qui était d'ailleurs cédée par Rio Tinto à des Allemands Trimet, qui embauchent et qui ont réinvesti et qui font tourner cette usine, ces usines, et cette usine de Saint-Jean-de-Maurienne, consomme l'équivalent de l'électricité consommée par la ville de Lyon. Donc c'est énorme. Donc si vous n'êtes pas capable de faire des prix de gros aux électro-intensifs, comme on dit, eh bien, vous perdez ces usines. C'est exactement ce qui s'est passé sur le sol européen. Où sont allés les smelters d'aluminium? Pas dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, ils sont allés au Canada, là où on accepte que l'électricité soit vendue et nous en fabriquons pas cher, puisque nous avons le parc électronucléaire qui nous permet d'avoir un prix ultra compétitif, un des meilleurs au monde, avec l'énergie hydroélectrique. L'énergie hydroélectrique, quand les barrages sont amortis au bout de 100 ans, disons, c'est 25 € à peu près. Et le prix de l'énergie nucléaire pour le parc nucléaire amorti, c'est 40 € le mégawatt. Donc on est évidemment dans des prix ultra compétitifs. Mais on a perdu nos usines. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis, on va refaire un aluminium, une filière aluminium concentrée, on va réintégrer l'ensemble de ce qui a été éparpillé. Puis surtout, on va rassembler toutes nos forces qui concernent les métaux de l'écologisation de l'économie. C'est-à-dire tout ce qui permet l'aluminium fait partie. C'est mieux que l'acier parce que c'est plus léger. Et donc, c'est un métal qui appartient à l'avenir. Mais vous pouvez mettre là-dedans toutes les terres rares, le magnésium, le silicium et tout ça. Mais concrètement, l'État peut être un opérateur pour organiser cette reconstruction? Quelle est votre vision? C'est quoi la politique? Ma vision est assez simple. C'est celle de SpaceX NASA. C'est-à-dire que vous trouvez un industriel... Avec des commandes publiques. Oui, pas que, et des subventions, des aides d'État. Beaucoup de commandes publiques. Et des aides d'État, les deux, et des prêts. Donc c'est l'État qui est à la manœuvre, mais ce n'est pas lui qui fait. Il ne sait pas tenir une industrie. Il sait la financer. Aujourd'hui, le système financier ne finance pas l'industrie. Grosso modo, même la BPI le reconnaît, elle est encore en train de se demander comment elle va faire pour financer l'industrie que le président de la République a redécouvert à la fin de son mandat, après le Covid, après avoir mis mes plans industriels à la poubelle. Donc vous voyez bien que... Les 34 plans Montebourg. Les fameux 34 plans. Eh bien, vous voyez, oui, mais il les redécouvre, il aurait pu les mettre en œuvre, on serait loin depuis ce temps-là. On vous disait à l'époque, c'est un peu la limite d'Arnaud Montebourg, les 34 plans, c'était trop. Est-ce que là, on n'est pas en train aussi de se poser la question? Parce que le monde a changé depuis les 34 plans Montebourg, si vous me le permettez. En quoi c'est trop? Non, mais est-ce que peut-être les priorités ont changé? On bascule peut-être aussi sur un nouveau modèle écologique. Alors, vous parlez du nucléaire, bon, pourquoi pas, là, il y a plutôt consensus en France, mais vous le dites dans votre livre, il faut aussi bâtir, c'est pas le Made in France pour le Made in France, c'est aussi bâtir de nouvelles industries, de nouvelles filières. À l'époque des 34 plans Montebourg, on ne croyait pas que la voiture électrique allait si vite, par exemple. C'était le sens de mes 34 plans. Il y avait le cloud souverain. Il y avait les batteries électriques, excusez-moi, on ne les a pas faites, donc maintenant on implante des gigafactories. En Allemagne? Non, oui, plutôt en Allemagne et sous direction technologique chinoise ou coréenne ou japonaise, donc on est les exécutants des Asiatiques, s'ils décident de fermer un jour, ils ferment. Nous avons, dans ces 34 plans, il y avait tous les éléments sur les dispositifs de santé. Il y avait le véhicule à 2 litres, parce qu'avant la fin du véhicule thermique, il fallait bien descendre. À 2 litres. Là, on est à 6-7 en moyenne. Ça, oui. À vous écouter, Hollande aurait dû vous garder et pas prendre Macron, parce que finalement, il s'est tiré de balle dans le pied. C'est une autre histoire. C'est votre histoire. Oui, mais certes, mais ma proposition de l'époque, qui a été admise, et qui a été malheureusement détruite par mon successeur, certainement par orgueil, c'est pas lui qui voulait le faire, donc il a dit ça doit être pas bon. Mais finalement, si on avait une politique industrielle avec une continuité transpartisane, et j'ai repris, moi, des éléments de Christian Estrosi. J'ai repris des éléments de Christian Estrosi avant moi. Mais dans France 2030, de Macron, les 30 milliards, il y a beaucoup d'Arnaud Montebourg, quand même. Mais France 2030, on était en 2014. Donc, il faut attendre 2021 pour faire France 2030. Moi, j'ai fait en 2014 ce qu'on pouvait attendre en 2020. Mais on n'a pas en 2020. Donc, maintenant, on invente 2030. Donc, on a perdu 15 ans, 20 ans. Et pendant ce temps-là, il y a des gens au chômage. Il y a des territoires qui meurent. Et la France qui s'appauvrit. Exactement. Excusez-moi.
Donc le bilan industriel du président de la République, c'est que de la com. Ben, il est désastreux. C'est pas de la com, c'est de la défaisance, de la destruction. C'est la destruction, le bilan industriel de M. Macron. Voilà, la Startup Nation n'est pas en mesure, je le regrette, c'est ainsi, n'est pas en mesure de nous offrir un avenir industriel. Il nous offrira peut-être beaucoup de créativité numérique, mais là-dessus, comme on donne toute la valeur aux GAFAM américains, l'argent s'en va. Et donc on nourrit par notre créativité les fonds de retraite américains et la valorisation délirante des GAFAM sur la bourse de Wall Street. Quand vous voyez Thales faire un accord avec Google, quand vous voyez que sur le cloud souverain, en réalité, on a renoncé apparemment à avoir une solution française, européenne, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on pourrait le faire? Tous les spécialistes du secteur de l'industrie numérique, vous savez qu'on a des syndicats, des PME, des créateurs, des succès, disent tous qu'on peut le faire. Sinon... Vous avez vu Octave Klaba? On les a tous, on connaît tout le monde. Et moi, ma proposition, OVH, c'est ma proposition. Je suis même client d'OVH, donc je connais OVH. Vous voyez ce que je veux dire, avec mes entreprises. Donc, vous voyez. Et ma proposition, c'est des quotas technologiques comme on l'a fait à l'époque, des quotas d'œuvres cinématographiques et musicales lorsqu'il s'agissait de défendre l'exception culturelle. On a une exception numérique à défendre. Je vous rappelle que la France est le pays champion du logiciel. C'est pas pour rien que Steve Jobs embauchait des Français. C'est parce que nous avons une tradition de créativité et de génie mathématique qui ne s'est pas démenti depuis. Et tous les Français qui sont à la Silicon Valley, tous les entrepreneurs de l'industrie du numérique, tous les scientifiques et data scientists qui sont ici en France ne rêvent que d'une chose, n'attendent qu'une chose, c'est qu'enfin, on les protège sur un marché qui est aujourd'hui en situation de domination absolue et qu'ils puissent exprimer leur capacité entrepreneuriale. Voilà. Donc moi, ma proposition, c'est une proposition de quotas technologiques. Excusez-moi, on a eu des quotas de bananes, des quotas d'acier. On ne peut pas avoir des quotas techno? Et ça, c'est une proposition à négocier avec l'Union européenne, les services de Bruxelles? On peut commencer chez nous. Si l'Union européenne ne veut pas... quand même sur le cloud souverain, soit on le fait à l'échelle de l'Europe, soit on le fait pas. Mais bien sûr. Mais on ne va pas attendre après l'Europe qui ne prend aucune décision en la matière. L'Europe, tous les jours, elle nous demande de privatiser nos barrages, elle nous empêche, la Cour de justice de l'Union européenne nous met nos armées aux 35 heures, mais c'est une réalité. Il nous demande de démanteler EDF au moment où on a besoin d'un EDF très puissant. C'est la première entreprise européenne en matière énergétique. Il nous demande de la démanteler. Mais il ferait mieux de s'occuper de ce que nous, on ne peut pas traiter comme nation seule. Les GAFAM, la puissance industrielle chinoise, le réchauffement climatique. Ce n'est pas le cas. Donc il y a un problème avec l'Europe. On va y revenir sur l'Europe, peut-être pour continuer en suivant un peu le plan de votre livre. Il y a un sujet important, on a parlé de l'immigration, mais le grand sujet, quand même, le pouvoir d'achat, avec l'explosion là des dépenses contraintes du prix de l'énergie. Donc vous dites, si vous êtes élu, augmentation du SMIC et négociation de branches. Comment vous faites pour faire remonter les salaires dans ce pays? Quel est mon projet, le sens de mon projet? Moi, je veux donner plus de travail à la France pour retrouver notre indépendance. En clair, il faut augmenter le gâteau pour pouvoir financer la transition énergétique et écologique, qui va être une somme d'investissement considérable. Je vous rappelle qu'il faut se débarrasser de 40 millions de véhicules thermiques et 11 millions de chaudières au gaz et au fioul. Vous imaginez tout le reste, le plastique, partout, enfin, tout ce qu'il faut imaginer. Donc les investissements vont être massifs. Donc déjà, on a besoin de financer. Et puis de notre protection sociale. Donc aujourd'hui, il y a deux choses à faire. Comment on fait pour donner plus de travail à la France? D'abord, payer mieux le travail et créer plus de travail. J'en ai dit un mot sur le deuxième point, mais sur le premier, payer mieux le travail. Un pays qui n'honore pas ceux qui font l'effort de travailler, qui cherchent un sens. D'abord, c'est la reconnaissance d'une société, le travail. Tous les travailleurs de la première et de la deuxième ligne dont on parlait. Mais quel qu'il soit, je ne fais pas de distinction, même les travailleurs indépendants, c'est l'amour de leur métier, comme disait Victor Hugo, c'est le travail fier. Mais aujourd'hui, nous vivons une grave crise de pouvoir d'achat. Si on regarde la situation des Français aujourd'hui, le gaz, c'est un prélèvement de 700 € par an selon l'ADEME, et il a augmenté 36% en 3 mois. L'électricité, plus 25% en 3 ans. On nous annonce sur les produits alimentaires au mois de mars une augmentation entre 10 et 15%. Et l'essence est déjà à 2 €. Il y a aujourd'hui un baromètre qui montre que pour la moitié des Français,
les plus mal payés, il ne reste après les factures et les prélèvements au 10 du mois que 55 € pour finir le mois. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et parmi ceux qui gagnent le SMIC, je rappelle, 62%, ce sont les femmes. Voilà la situation. Alors comment on fait ? Voilà. Ma proposition, c'est d'abord de limiter, d'engager le débat sur les salaires, pas sur les allocations. Le gouvernement a toujours une solution, ou dans les campagnes électorales, on a toujours des tas de solutions. Le chèque ceci, l'allocation cela, la prime, c'est pas votre méthode. Payée par le contribuable. Mais le contribuable, ce sont des impôts sur les Français. Donc de toute façon, le problème est le même. Je préfère que nous parlions salaire et partage de la richesse au sein de l'entreprise. Donc moi, j'ai 2 propositions. La première, c'est l'augmentation des salaires. Oui, 10% du SMIC. 10%. 125 €. Immédiat. Oui, immédiat. Et l'ouverture d'une négociation à toutes les branches. Parce que je rappelle que... Donc un Grenelle des salaires, un Grenelle Montebourg Il n'y en a pas eu depuis 50 ans, mai 68, sur le salaire. Pourquoi ? Parce que le SMIC, aujourd'hui, ne permet pas de remonter les salaires minima des branches, en raison de l'inversion de la hiérarchie des normes. Donc ce n'est pas parce que vous décidez que tout le monde est au SMIC en salaire minimum interprofessionnel dit de croissance que tout le monde a droit à l'augmentation du SMIC. Donc il faut aller jusqu'à l'augmentation des minima dans les branches, et puis que ça se diffuse sur la hiérarchie des salaires jusqu'à 2 000 € brut. J'allais dire, à nouveau, c'est du socialisme classique, la grande conférence salariale au début de mandat. C'est pas une conférence. C'est une négociation avec des décisions au bout. Avec des rapports de force, donc. Et avec des décisions... regardez comment les grèves commencent à se multiplier partout sur le territoire sur des motifs salariaux. Parce que les Français ne peuvent pas vivre. Vous n'allez pas faire la remontée du pays, la remontada du pays, si vous ne faites pas la remontée des salaires. D'ailleurs, y a-t-il un problème de compétitivité ? J'ai vu que les marges s'étaient reconstituées de façon tout à fait avantageuse. La bourse est au plus haut. 7 000 points. J'ai vu surtout que le président Biden a fait du salaire minimum un de ses points durs. Je ne sais pas s'il obtiendra du Congrès, de la majorité, de l'absence de majorité du Congrès américain, mais il a mis le salaire minimum fédéral à 15 $. 15 $, c'est presque 15 €. Les Allemands, le nouveau chancelier, a proposé une augmentation du salaire minimum fédéral qui n'existait pas il y a déjà... Un des gros problèmes, c'est les pénuries de main-d'œuvre. Parce qu'il y a ces sujets de salaire, mais il y a aussi des entreprises qui ne trouvent pas les emplois. Précisément, si vous ne les payez pas, vous n'avez aucune chance de trouver de la main-d'œuvre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a dit le président de la Fédération de l'hôtellerie-restauration ? Il dit on va augmenter de 9% nos salaires. Voilà. La vérité est celle-là. Vous avez 57 métiers en tension. Ce sont des métiers qui sont souvent très mal considérés et très mal payés. Alors, comment vous aidez les entreprises à faire cet effort salarial ? Alors, un point sur la compétitivité. Les Espagnols ont augmenté le salaire minimum de 27% en 5 ans. Les Allemands, on verra ce qui sortira de la coalition, ont proposé une augmentation de 20% du salaire minimum. Donc, il y a une remontée des salaires mondiales. La France doit prendre sa part. Donc, il n'y a pas de problème de compétitivité. Et il faut donc engager aujourd'hui la remontée des salaires. Alors, d'abord, il y a un élément que tout le monde doit avoir en tête, c'est qu'en dessous de 1,6% du SMIC, les salaires ne supportent presque plus de cotisations. Il reste 500 € pour une personne au SMIC. Donc, les dirigeants d'entreprise disent c'est encaissable 10%. Voilà ce qu'ils disent. C'est un hommage au CICE que vous envoyez, là, qui est devenu une baisse de charge. Non, parce que le CICE, c'était des impôts... Non, c'est plutôt sur le fait que toutes les politiques depuis 20 ans se sont concentrées sur les bas salaires. C'est d'ailleurs devenu une sorte de trappe. Une trappe. À bas salaire. Bon, donc on est à la tribune, on peut discuter de ces questions, mais pour moi, la remontée des salaires ne pose pas de problème. J'ai une proposition que j'ai voulu défendre, et que dans cette campagne, qui vise à transférer une partie du financement de la protection sociale du seul contrat de travail, qui est le fait générateur, puisqu'on taxe finalement dans le financement de la protection sociale, qui est du salaire différé aussi, la retraite, la maladie, et le chômage, eh bien on taxe l'embauche, le salaire, le travail. C'est un effet, il y a des effets trop pervers, trop importants. Donc ma proposition est de dire, mieux vaut aller taxer dans l'entreprise à la fois le capital et le travail, c'est-à-dire la combinaison productive dans son ensemble. Je reprendrai l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce qu'elle neutraliserait en quelque sorte l'arbitrage capital-travail.
C'est marrant parce que c'est un peu ce que vous voulez faire Aubry au moment des 35 heures avec Jospin. Créer cette CVA, justement. Elle permettrait, par exemple... Finalement, ils ont renoncé. Mais je prends un exemple. Il y a eu un vaste débat dans le patronat. Oui, c'est vrai, mais je prends un exemple. En 2000. Une entreprise, une ETI, entreprise taille intermédiaire, qui aurait 2000 salariés et 250 millions de chiffre d'affaires, paye plein pot la protection sociale. Parce qu'il a 2000 personnes employées. Une entreprise numérique qui fait 40 millions de chiffre d'affaires avec 20 personnes, ça existe, eh bien, elle paye presque pas de protection sociale. Donc le rééquilibrage serait naturel et permettrait aux entreprises de main-d'œuvre d'être déchargées du poids de la protection sociale. Sans qu'on touche au paritarisme et au fait que, finalement, cela reste des cotisations qui sont prélevées dans l'entreprise. Et j'ai envie de vous dire, ça permet aussi de créer des emplois. D'abord ça. Les projections de l'OFCE, Office très important, laboratoire d'analyse économique et de projection économique, a montré que ça crée entre 700 000 et 1 million d'emplois. Par la réforme même. Quels seraient vos alliés pour mettre en place ces mesures, notamment salariales? Et quels sont, au contraire, seraient vos ennemis par rapport à... Je pense que nous pouvons construire un compromis historique sur la question du partage de la valeur dans l'entreprise. En disant, voilà, l'essentiel du pays est au travail, il doit être honoré, et c'est là que nous allons maintenant faire progresser le partage de la richesse. J'ai défendu le dividende salarié, je ne suis pas le seul. Mais c'est-à-dire le partage, dès lors que vous distribuez des dividendes, ben vous en distribuez à vos salariés de façon égalitaire pour tout le monde. On parle beaucoup de De Gaulle en ce moment, vous soutenez beaucoup dans votre livre la participation, en la généralisant, parce qu'aujourd'hui la participation, tout le monde ne l'a pas. Il n'y a que 5 millions, 5 à 6 millions de salariés qui ont l'intéressement et la participation. Hein. Donc, un tiers seulement des salariés du privé. Oui, enfin c'est peu, alors qu'on pourrait imaginer un système beaucoup plus partageur de ce point de vue-là. Moi, je suis pour d'ailleurs que dans les conseils d'administration, il y ait des salariés en plus grand nombre pour, non pas témoigner, mais pour partager les décisions, s'associer au fonctionnement et finalement avoir une sorte de patriotisme commun de l'outil de travail. Cet état d'esprit. Et donc je pense que nous pouvons construire un compromis social très dynamique, y compris politique, pourquoi pas, autour de ce projet. Alors la remontada, elle est également écologique, vous dites dans votre livre. Je vais laisser Marc parler plus peut-être de filière industrielle du nucléaire, mais juste un mot sur la COP26, vous l'avez dit, qui vient d'échouer. Vous dites qu'il faudrait baisser de 5% par an notre consommation de pétrole avec une fin envisagée en 2040. Comment on fait pour faire une transition aussi forte? Il faut remplacer. Alors, ça veut dire qu'il faut investir massivement. C'est-à-dire qu'il faut sortir nos investissements du fossile, les pénaliser, et réorienter notre épargne vers les investissements vertueux, qui d'ailleurs vont créer de l'emploi. Quand je dis qu'il faut installer, par exemple, il y a 11 millions de chaudières au gaz et au mazout à remplacer, ça veut dire qu'on va mettre des pompes à chaleur. Donc on va créer une industrie de la pompe à chaleur. Donc ça, c'est des investissements qui ne peuvent pas se réaliser seulement par des déductions fiscales. C'est ce qu'on a fait depuis des années et on n'a pas de résultats massifs. Donc on va être obligé de dire, voilà, on vous interdit de continuer à partir de telle date, donc préparez-vous, vous avez 3 ans pour le faire, on vous en paye un bout chaque année, et puis il y a ça à votre charge, et vous y gagnerez parce que vous allez avoir de l'énergie gratuite, parce que c'est soit de la géothermie, soit de la chaleur, soit de l'électricité qui est moins chère. Bref, on fait un calcul économique et on permet de faire en sorte que le remplacement étant obligatoire, il doit être pris en charge par l'autofinancement, par les économies d'énergie. Donc c'est une politique beaucoup plus volontariste, mais on va être obligé de créer les banques là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faudrait que les banques jouent le jeu pour aider à financer. Les banques aujourd'hui financent encore majoritairement l'industrie, fossile. Je parlais y compris pour les particuliers, pour financer la rénovation. Je ne sais pas. Moi, je pense que ça ne pourra pas se jouer autrement que par un système public, ou en tout cas parapublic, c'est-à-dire soit les collectivités, soit la Caisse des dépôts, quelque chose qui fonctionnera comme ça. C'est-à-dire une agence de transformation concrète avec des résultats concrets. Mais on va avoir le même problème avec les véhicules moteurs à explosion, les véhicules thermiques. On en a 40 millions à remplacer. Donc d'ici 2030, comment on fait ? Donc on va devoir, d'abord les constructeurs,
J'ai entendu ce qu'a dit le patron de Stellantis, PSA, M. Tavares, il a dit c'est la première fois que les États nous obligent à avoir un choix technologique. On n'a jamais vu ça. C'est vrai que d'habitude, on ne voit pas ce type de décision. Mais là, c'est une décision qui est exigée par la nécessité de nous débarrasser du pétrole. On a intérêt à nous débarrasser du pétrole. C'est une facture de 45 milliards par an. Et dans la balance commerciale, ça compte un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc notre choix, c'est de remplacer tout ça par de l'électricité. Donc on fait comment? Puisqu'on va remplacer le pétrole par l'électricité, il va falloir produire de l'électricité et pas trop cher. C'est l'investissement dans le nucléaire. Alors justement, on a interviewé il y a quelques semaines Yannick Jadot, qui parle beaucoup de souveraineté, mais sur le nucléaire, il n'est pas d'accord avec vous. On va bientôt interviewer Jean-Luc Mélenchon, qui lui parle de planification écologique. Par rapport à ces deux personnalités-là, vous pensez que à terme, vous pourriez avoir des convergences sur ce dossier-là de la transition écologique, ou au contraire, c'est des anti-nucléaires. Voilà, ou c'est au contraire des débats où il faut avec plus ou moins de pragmatisme, mais 2040 pour eux, on en sort. Écoutez, je ne vois pas, sincèrement, surtout quand on regarde les scénarios de RTE, le dernier, je ne vois pas comment aujourd'hui on se débarrasse du charbon, du pétrole et du gaz sans nucléaire. Il y a un problème d'acceptabilité sociale sur les énergies renouvelables, que ce soit maritime avec les conflits d'usage des pêcheurs, que ce soit terrestre avec les riverains qui ne veulent pas, ou que ce soit solaire avec l'usage des terres agricoles. On va devoir garder notre terre agricole. Donc on voit bien les limites des investissements en énergie renouvelable, même si il faut continuer à progresser. J'ajoute que la question de l'intermittence rend ces énergies non pilotables. Et c'est tout le problème des investissements allemands. Les Allemands ont énormément investi et aujourd'hui, ils voient qu'on est à 16% d'utilisation des équipements. Donc quand vous installez 1000 MW, vous avez 160 MW qui fonctionnent. Donc vous voyez que les investissements sont disproportionnés par rapport à leur rendement. Et, contrairement au nucléaire, ils ne sont pas pilotables. Quand ça ne souffle pas, vous pouvez avoir des blackouts. C'est l'exemple du Texas ou de la Californie. Deux inconvénients soulevés par RTE et ces scénarios. Moi, je note une chose, c'est qu'ils disent, si on réindustrialise, on est obligé de doubler notre production électrique. Donc si on la double, il va bien falloir avoir des outils de production, donc prolonger les centrales, construire de nouvelles, réinvestir dans la nouvelle génération qui était Astrid, qui était abandonnée par le CEA sur ordre du gouvernement. Donc moi, je suis parfaitement aligné avec Fabien Roussel, par exemple, sur ce sujet. Et justement, sur le nucléaire, il y a de graves questions qui se posent sur la chaîne d'approvisionnement, sur le renouvellement générationnel du côté des compétences des ingénieurs au sein d'EDF. En gros, a-t-on encore les capacités de relancer un programme nucléaire? Le PR est un fiasco. Parce que ça devait coûter 3 milliards, ça en coûte 20. Il y a énormément de figures du secteur énergétique qui se posent des questions sur le retard pris. On peut en faire 6 de plus, mais il faudrait peut-être démarrer le premier. Vous observerez que ma position est de dire, et je l'avais dit lorsque j'étais au gouvernement, qui était un gouvernement de coalition avec les Verts, j'avais dit, à l'époque, le nucléaire est une filière d'avenir. Vous vous souvenez des Hourvari qui s'étaient abattus sur moi. Je ne crois pas m'être trompé. Beaucoup. Et je ne pense pas que la fermeture de Fessenheim ait été une bonne décision. C'est 8 milliards d'euros mis à la poubelle, 2200 salariés mis au chômage, et un outil, aujourd'hui, qui nous fait défaut, puisqu'on va s'alimenter auprès des centrales à gaz et à charbon allemandes, et nous n'avons pas pu fermer nos 3 centrales à charbon, dont Cordemais, en Loire-Atlantique, parce que nous avons fait le choix de fermer le nucléaire. Vous, président de la République, vous aurez bien la nécessité de trouver une coalition plurielle, forcément. Vous pourriez gouverner avec les Verts et dire « je lance 6 EPR ». Écoutez, je ne pense pas que ça se pose dans ces termes. Pour moi, la question du nucléaire, c'est une question vitale, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Les Verts disent qu'il y a le renouvelable. Il faut aller plus vite. Écoutez, je ne crois pas que ce soit réaliste, ni pour moi sérieux. Voilà. Surtout si on veut réindustrialiser. Si on est comme Sandrine Rousseau qui dit il nous faut un choc de productivité négatif, c'est-à-dire qu'en fait on va faire de la décroissance et appauvrir le pays, ça marche parfaitement. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de s'appauvrir. C'est-à-dire que la part de pain quotidien pour chaque Français est en train de rétrécir. Donc on est obligé de travailler davantage, donc de
réinvestir dans l'industrie, de produire davantage, de produire de façon vertueuse. Donc des activités indésirables, parce qu'elles sont polluantes, doivent diminuer, c'est la décroissance dans certains secteurs, et des activités vertueuses et qui sont vertes doivent croître dans d'autres secteurs. Il y aura une croissance des activités vertueuses. Et donc c'est ce ciseau-là qu'il faut inventer. Donc le nucléaire n'est pas une énergie propre, mais c'est une énergie décarbonée. Il y a 51 centrales nucléaires en construction dans le monde. Pourquoi? Parce que si on demande à la Chine de fermer, elle ne le veut pas. C'est 350 usines de fabrication d'électricité avec du charbon. Et par quoi va-t-elle les remplacer? Et c'est ce qu'elle a compris, c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc, la maîtrise technologique est fondamentale. 2, la recherche doit reprendre sur la génération qui va économiser, d'abord qui va recycler les déchets et qui va économiser l'uranium. Parce qu'il y a aujourd'hui une capacité de 1000 ans avec les réserves d'uranium mondiales. Bon. Et 3, la recherche profonde sur ces questions-là doit se faire de façon internationale. 4, la coopération industrielle avec les pays qui aujourd'hui construisent des centrales nucléaires. Les Russes, la Chine, les Chinois, et nous. Et nous encore un peu. Un peu. Donc vous demandiez, est-ce qu'on a les capacités? On les construit, on les construit chez les autres. Réinvestir justement dans ces capacités. On construit chez les autres. Il faut, bah non, chez nous aussi. Aussi chez nous. Il faut réinvestir dans nos capacités. Voilà. C'est ce que je défends. Mais ça pourrait passer aussi par des partenariats industriels État à État? Bah, écoutez, il y en a déjà des partenariats industriels avec Rosatom et avec les Chinois. La question, c'est quel est le degré de coopération. Sur ces sujets-là, on a besoin de coopérer. C'est un débat en ce moment avec le prix du gaz, vous en parliez un petit peu, des sujets de souveraineté, mais est-ce qu'il faudrait qu'on se réconcilie avec les Russes? Ben, je ne crois pas que le prix du gaz soit indexé sur la bonne ou la mauvaise humeur du président russe par rapport à la politique européenne. Maintenant, il y a même les frontières avec les migrants. Donc je pense que la question du prix du gaz est d'abord un problème européen. C'est la directive qui a organisé le coût marginal et qui, vous connaissez ce mécanisme, qui nous oblige à aller fixer le tarif de consommation imposé à nos agents, à nos opérateurs économiques, à un prix beaucoup plus élevé que celui auquel on produit. Alors ça permet peut-être à EDF de gagner beaucoup d'argent, à Engie de gagner beaucoup d'argent, mais... Là, vous parlez du prix de l'électricité. Oui, mais il est fait avec du gaz. Parce que le gaz est la première source de fabrication. Donc vous êtes d'accord avec Bruno Le Maire, il faut revoir ces règles? Ben, je suis non seulement d'accord avec Bruno Le Maire, je vais beaucoup plus loin que lui. Je pense que maintenant, il faut reprendre notre liberté par rapport à la production d'électricité au regard des règles du marché dit régulé de l'électricité européen. Alors ça nous amène à l'Europe peut-être. Alors votre position... On avait déjà posé la question d'ailleurs sur l'Europe. Donc en gros, vous êtes quand même dans une remise en cause du consensus européen. Quel consensus? Il n'y a aucun consensus en Europe, M. Van de Velde. D'un point de vue néolibéral. Non, mais il n'y a pas de consensus en Europe. L'Europe est divisée et elle est paralysée. Et elle ne fait pas ce pourquoi... D'abord, elle ne réalise pas les promesses qu'elle avait indiquées. Et je rappelle que les Français ont voté non en 2005 au référendum sur le traité constitutionnel européen. Ça disait beaucoup. J'avais voté non, d'ailleurs. Je m'étais opposé aussi à l'élargissement. Et je vois bien que, finalement, on n'avait pas eu tout à fait tort de poser le problème de l'Europe à cette époque. Mais à l'époque, on était considérés comme des anti-européens. Moi, je pense qu'on a besoin de l'Europe, mais pas de celle-là. Vous dites il faut remonter la France sans détruire l'Europe. Mais est-ce pour que le moment, c'est possible? Alors que les traités aujourd'hui disent qu'il y a primauté du droit européen sur le droit national. D'abord, les traités ne disent pas ça. Est-ce qu'on peut changer ça? Non, mais stop. Vous parlez, je vous ai lu, vous parlez du compromis de Luxembourg de 66. Non, mais alors, Monsieur Mabille, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Vous venez de dire une énorme bêtise. Excusez-moi, ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Une énorme bêtise. Vous avez dit les traités européens interdisent que la primauté du droit national. Pas du tout. Les traités européens sont soumis et inférieurs aux constitutions des États membres. Sinon, il n'y aurait jamais eu de traité de Rome. C'est la structuration même du traité de Rome. Même si la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, multiplie les coups de force pour faire croire le contraire. Ce sont des coups de force juridiques. Alors, est-ce qu'on peut revenir à la situation d'origine? Premièrement, il est parfaitement possible, comme nous l'avions bâti jusqu'en 1989, excusez-moi, la loi nationale pouvait modifier la loi européenne, personne n'en est mort, ni la construction. Vous pouvez faire des amendements, vous ne pouvez pas changer non plus le principe. Mais il ne s'agit pas de changer le principe. La proposition est la suivante. Je propose que la souveraineté nationale exprimée par le Parlement en dernier ressort puisse modifier
les règles européennes lorsque l'intérêt national vital est en jeu. Par exemple, l'électricité, le prix de l'électricité. Oui, c'est vital. La preuve, regardez, on est obligé de faire des chèques aux Français. Parce que là, on parle de choses qui semblent très conceptuelles. Sur le prix de l'électricité, on pourrait agir. Par exemple, la directive travailleurs détachés, qui nous interdit d'aligner les travailleurs européens qui travaillent sur notre sol sur le droit national. Les 35 heures des militaires. Oui, par exemple, ça s'appelle un intérêt vital, puisque ça a un rapport avec la vie économique et la survie économique. La privatisation des barrages, c'est une spoliation. On va laisser les puissances étrangères venir répondre à nos appels d'offres et prendre en main nos barrages comme nos aéroports. Mais nous sommes chez nous, monsieur. Voilà, on fait ce qu'on veut. Donc ce rééquilibrage raisonnable entre souveraineté nationale et j'allais dire, compétence européenne est nécessaire. Parce que, j'ai entendu Michel Barnier hier le dire, c'est un homme qui a été commissaire européen, on ne peut pas le soupçonner d'être un anti-européen. Il connaît la mécanique. Je sais ce qu'a été le Brexit, et je sais qu'il y en aura d'autres si on ne rééquilibre pas. Alors, il l'a dit sur un sujet qui est l'immigration, moi je le dis sur la question économique. Sur la question économique, moi je veux faire une politique du Made in France taille XXL. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'on ait des règles alignées sur celles du Japon et des États-Unis. Je vous donne un exemple. Le modèle SpaceX NASA. Par exemple, les médicaments alcaloïdes dont je parlais tout à l'heure et les 5 usines sur lesquelles on va flécher les achats de nos hôpitaux. Je vais dire, donner des instructions au directeur d'achat des hôpitaux en disant voilà, vous garantissez sur 5 ans les volumes et les prix vers les usines qui se situent dans le Tarn, dans la Lozère, dans la Nièvre et je ne sais où encore. Et ces médicaments, ils seront fabriqués en France. Et vous êtes obligé de le faire au nom de la préférence locale du circuit court écologique. Je le mets dans les marchés publics. Relocalisation. Relocalisation avec de la commande publique. On peut le faire dans 60 produits où il y a de la commande publique. Les fusils, l'exemple de l'armée qui fait fabriquer ses pulls hors de France, il faut le faire quand même. Préférence locale ou préférence européenne? Parce qu'aujourd'hui, il y a préférence européenne. Est-ce qu'on veut réindustrialiser les autres ou nous réindustrialiser? Il y a une urgence vitale, c'est pour ça que je parle de ça. Une urgence vitale à reconstruire. Non, mais je reviens à la mécanique. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas donner de préférence locale. Donc eh bien, on va le donner. Changer. Donc ça, on va avoir un conflit avec l'Union européenne. Il va me dire, c'est pas bien. On lui dira, bah, écoutez, c'est pas grave. Et la loi dira, dans les secteurs donnés, alors je pourrais dire les radars, les thermostats, les cellules de batterie, les polymères et accumulateurs. C'est la liste Montebourg. C'est pas les 34 plans, c'est les 60 produits. Non, mais je plaisante pas. C'est tout à fait sérieux. Les médicaments, les huiles et les graisses. Que vous savez qu'on importe 3 milliards d'huiles et de graisses par an. Mais c'est incroyable. Et c'est pour ça que vous faites des amendes. J'ai cru comprendre. J'aimerais. On en importe beaucoup. Oui, mais on est loin des 3 milliards encore pour l'instant. Non, ce que je veux vous dire, c'est que à la japonaise, ça veut dire des aides d'État qui sont aujourd'hui non acceptées par l'Union européenne, et des commandes publiques, c'est le Small Business Act sur lequel on va s'aligner des Américains. Ça ne peut pas être trop sévère, mais le modèle japonais, ce n'est pas une grande réussite en termes de croissance, c'est peut-être une bonne réussite en termes de... Et je vous parle de Japon, pourquoi? Parce que le gouvernement japonais a relocalisé près de 1500 usines, 1500, venant de la Chine, dont il a payé la fermeture, retournant au Japon, dont il a payé la réouverture, à 75%. Moi j'ai essayé des opérations de relocalisation, le préfet, la région nous disent on ne peut pas aller au-delà de 25%, c'est pas possible. Donc le 75%, ça permet de dire on va choisir l'endroit où vous allez aller, c'est-à-dire dans les territoires désindustrialisés. Et je propose des zones économiques spéciales réservées à la non-application de la loi européenne qui permettra de dire écoutez, voilà, là on a réussi à réindustrialiser. Et ça me permet de retrouver... on peut faire en un quinquennat 200 000 emplois. Ça fait 400 000 emplois, ça fait 400 000 emplois sur 10 ans. Vous multipliez par 3 ou 4 avec la sous-traitance autour. Vous avez retrouvé le niveau de salaire, de prospérité dans les territoires, d'espérance dans notre pays, et de qualification, parce que vous avez des millions de personnes qui vont changer de métier, qu'il faut requalifier dans des métiers spécialisés que réclame ce type de relocalisation. Vous nous dites pas de consensus européen, mais en fait pas de consensus avec l'Allemagne.
une France relativement isolée alors qu'il y a eu le Brexit. Donc, en gros, est-ce que vous voyez des partenaires pour la France ? La priorité, c'est la France. La France a toujours Aujourd'hui, on s'est dit que la Pologne, le nucléaire et le charbon. Oui. Non, mais la priorité, c'est la France. Parce que la France a toujours cotisé à la construction européenne. Mais qu'est-ce qu'elle en a retiré ? Le plan de relance ? Tout le monde a dit, c'est formidable, le plan de relance, c'était un grand événement. Ah bon ? Pour la France, nous recevons 40 milliards de subventions, on va être obligé d'en rembourser 67. Et 5 pays... Il est surtout fait pour l'Italie, hein, il était fait pour... 5 pays ont obtenu, alors qu'ils sont contributeurs nets comme nous, que ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils payent et rembourseront ne soit pas supérieur à ce qu'ils recevront. Mais nous, pas. Donc, si vous voulez, l'Italie défend l'Italie, l'Allemagne défend l'Allemagne, l'Espagne défend l'Espagne, mais la France défend la construction européenne. À chaque fois, c'est comme ça. Ben non. C'est juste ce rééquilibrage-là. Donc l'isolement, je ne vois pas. Aujourd'hui, vous allez me dire, bon, c'est l'Europe à plusieurs vitesses. Aujourd'hui, l'Europe est à je ne sais combien de vitesses. Mais nous, on a des intérêts vitaux qui sont menacés et les règles européennes ne peuvent pas nous empêcher de reconstruire ce que nous devons reconstruire. Et franchement, cette mise à distance, qui sera certainement temporaire, nous permettra, je crois, de retrouver la force dont nous avons besoin sur le plan économique et social. Alors vous parlez de remontada souveraine, vous parlez également de remontada territoriale. On vous a pas mal entendu parler de local, de territoire. Vous parlez d'un grand réenracinement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous parlez notamment sur le logement, de la possibilité d'une mesure, vous allez nous l'expliquer, d'une sorte de retour à la terre financé par l'État. Alors ma proposition est assez simple. Il y a aujourd'hui 10 millions de Français qui rêvent de quitter les métropoles. 10 millions. 10 millions. C'est des statistiques qu'on trouve dans les enquêtes d'opinion. Ça ne va pas plaire à Madame Hidalgo. Écoutez, je pense qu'elle doit s'en apercevoir, que les gens ne sont pas très contents de vivre dans les métropoles. Les loyers sont délirants, les problèmes d'insécurité sont réels, les délais de transport sont devenus insupportables. Et donc tout le monde cherche à retrouver une vie le Covid a peut-être changé la donne avec le télétravail. Mais c'est tout à fait juste, mais les statistiques que je vous donne, c'était celles d'avant Covid. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix, qui ont des petits salaires, ne peuvent pas réaliser ce rêve. Retrouver des racines, changer de vie professionnelle, retrouver une harmonie familiale, bref, vivre autrement. Est-ce que la politique doit s'occuper de ça ? Je vous dis oui. Et il se trouve que dans les territoires, les petites villes, il y a 1 million au bas mot de biens vacants. C'est-à-dire qu'ils coûtent plus cher que ce qu'ils rapportent à leurs propriétaires. Ces biens vacants, abandonnés, les collectivités ne savent pas quoi en faire. Ce sont des biens abandonnés, donc alors qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger. Eh bien, ma proposition est que l'État les rachète à vil prix, au prix du marché, c'est-à-dire pas grand-chose, les attribue gratuitement à toute personne qui acceptera, 1, de les habiter, 2, de les rénover à ses frais, et 3, qui n'est pas déjà propriétaire. C'est un plan d'accession à la propriété, de constitution de patrimoine. De primo-accession. Oui, de primo-accession, c'est ça, pour des gens qui ne sont pas propriétaires et qui voudraient se constituer un patrimoine en y apportant du travail. Alors ça a été fait en Italie du Sud, avec un succès phénoménal. Les collectivités locales ont offert des biens, et les gens sont venus du Nord pour s'installer dans le Sud. Ça a revigoré le commerce. Ça a créé des vocations d'emplois locaux. Il y a beaucoup dans les régions rurales d'emplois non pourvus, qu'il faut pourvoir, qui ne sont pas mal payés. Il y a par ailleurs de l'activité pour les artisans, des enfants pour les écoles, bref, une vie plus harmonieuse. C'est une sorte de nouvelle... C'est une sorte de nouvelle data que je vois à travers ça. Ce n'est pas suffisant. Mais ça permettrait d'amorcer la pompe de la dépopulation face à la surpopulation. Les gens s'entassent dans les métropoles et ils entassent les problèmes, alors qu'ils Mais pourraient... Arnaud Montebourg, vous le disiez, pour ça, il faudra aussi amener des services publics au milieu rural. Parce que pourquoi les gens ont déserté ces villages, vous le savez très bien, c'est parce qu'on n'y trouve pas la même qualité de service, notamment quand on vieillit. C'est vrai, je vais vous parler des déserts médicaux. En Saône-et-Loire, mon successeur au Conseil général a eu l'idée géniale de salarier les médecins. Il en a embauché 74, de sorte que dans mon département, il n'y a plus de problème de déserts médicaux. 35 heures sur le salaire de la grille hospitalière. Et ils trouvent, pourquoi ? Parce que les médecins, ils en ont assez d'être surmenés et de vivre, de ne plus avoir de vie. Et donc, on va imaginer une nouvelle manière d'exercer la médecine libérale, payée par la sécurité sociale dans les maisons de santé. Aujourd'hui, c'est les collectivités locales qui le font, parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir de la tarification à l'acte. Mais franchement,
C'est ma proposition pour résoudre le problème des déserts médicaux. J'en ai encore une autre. C'est le rétablissement du service national. Oui. Permettant à, y compris les étudiants, de finir leurs études, et à la fin de leurs études, d'apporter leurs compétences à la nation. Parce que c'est un service national, civil et militaire. Les étudiants de médecine apporteront du renfort dans les territoires désertifiés sur le plan médical, de même que nous allons pouvoir imaginer... Donc chacun selon ses compétences, un peu. C'est fait pour ça, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que... Le service militaire, c'était surtout pour apprendre à tirer sur les ennemis. Service national, civil et militaire. Ceux qui voudront faire l'apprentissage de l'engagement militaire le feront. Ceux qui veulent aller dans la police, et il y a des besoins. Ceux qui veulent soutenir la gendarmerie, et il y a des besoins. Ceux qui veulent aider les eaux et forêts pour travailler dans la biodiversité, ils le pourront. Ceux qui voudront aller aider dans les EHPAD où il y a tant de problèmes de personnel, faire l'apprentissage de nouveaux métiers, ils le feront. C'est une remise en mouvement de la cohésion nationale, de la fraternité. La fraternité, un mot qui manque, et ça, la fraternité avec M. Macron et ses mots méprisants pour les Français, ceux qui ne sont rien, les Gaulois réfractaires, les fainéants, les illettrés, je ne sais encore. Eh bien, on voit bien que la cohésion, c'est ce qui nous manque dans un pays comme le nôtre. Il nous reste quelques minutes avec Marc pour parler un peu de politique, parce qu'on pourrait continuer sur le projet, mais deux mots sur Arnaud Montebourg. De quoi êtes-vous le nom? Votre projet n'est pas socialiste. Pourquoi il n'est pas Quel est votre projet? Ou diriez-vous que votre projet est socialiste? C'est un projet de gauche. Pourquoi? Parce que... Est-ce qu'il peut rassembler la gauche? C'était ça notre question. Je le crois, bien sûr, je le crois. Et comment? Pourquoi? Parce que la gauche a abandonné les classes populaires. Il vise à retrouver les classes populaires. Il a abandonné la question du travail. La gauche a abandonné la question du travail. Il vise à retrouver la question du travail. La gauche, malheureusement... Vous ne parlez pas de réduction du temps de travail, d'ailleurs, vous. Vous êtes un des... J'ai fait finalement le choix. Non, j'ai fait le choix. Le choix, c'est qu'aujourd'hui, c'est la question du salaire. Mais on ne peut pas avoir les deux. Ah, on ne peut pas avoir les deux. Quand on peut pas avoir les deux. D'ailleurs, les 35, c'est pas possible. Les 35 heures... C'est l'entrepreneur qui parle. On peut le faire, mais on peut aussi décider d'appauvrir toutes les entreprises. Je pense qu'on ne peut pas avoir les deux. On l'a déjà donné. Les 35 heures, elles ont eu pour quelles conséquences? Mais regardons les choses en face. 1, flexibilisation. Annualisation du temps de travail, modération salariale. Flexibilisation, annualisation, on ne va pas le refaire. Et modération salariale, c'est exactement le contraire de ce que demandent les Français. Donc on ne peut pas faire les deux. Donc pour moi, je sais que la réduction du temps de travail est un mouvement historique, mais en l'espèce, nous avons besoin de partager la richesse d'abord. Peut-être Marc sur l'union de la gauche, sur toutes ces... Oui, M. Montebourg a déjà répondu à quelques reprises, mais vous pensez que vous pouvez trouver des partenaires dans les forces qui se mettent en mouvement là, pour l'élection? Comment accéder au second tour? Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. La gauche n'a jamais été aussi faible, elle est à 25-28%. Vous-même avez du mal à faire la remontada. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut déclencher que la gauche, que vous dites incarner? Ma stratégie est une stratégie de Conseil national de la résistance pour temps actuels. C'est un projet qui est à la fois de reconstruction nationale et de progrès social. Et donc c'est un projet qui vise à, finalement, qui s'adresse des gaullistes aux communistes, qui est large. Donc comment tout cela se nourra, je l'ignore. Ce que je sais, c'est que ma proposition, elle est de rassemblement large. Elle est nécessaire dans notre pays qui va très mal. Notre pays est dans la panade. Ça, on en a parlé. Et donc, on peut se fermer les yeux. On peut dire, c'est pas grave, on continue. On ne peut plus. Oui, mais les solutions de gauche ne sont pas mises en avant aujourd'hui. Enfin, on ne les voit pas tellement aujourd'hui, en tout cas, plébiscitées par les Français, défendre les salaires. Dans les sondages. Défendre les salaires, c'est de gauche. Lutter contre les inégalités territoriales, c'est de gauche. Mais est-ce que vous êtes réconciliable, en fait? C'est ça, il y a un livre écrit par François Hollande qui dit aujourd'hui, on ne peut pas gouverner avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pourriez... Et qui prendrait le lead dans cette affaire-là? Écoutez... Il est à 9-10, vous êtes en dessous. Ces questions se poseront le moment venu. Pour l'instant, je défends mon projet de remontada. Un argument que vous n'avez pas employé, on va terminer là-dessus, c'est que vous dites que vous serez le dernier président de la Ve République parce que vous êtes pour un septennat non renouvelable. Oui. Vous maintenez cette proposition? Bien sûr, je suis depuis très longtemps défenseur de la VIe République. Je considère qu'il y a trop de concentration des pouvoirs, le pouvoir d'un seul, dont il est porté à abuser, qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Il faut donc les faire
grandir. Et il faut surtout faire intervenir le peuple dans les décisions politiques. C'est le référendum d'initiative citoyenne que je défends. C'est la destitution ministérielle par une majorité parlementaire. C'est l'entrée du Conseil économique et social dans les institutions délibératives. C'est la réduction des pouvoirs du président sur les nominations qui sont abusives. C'est finalement une meilleure responsabilité du gouvernement face au Parlement et une meilleure responsabilité de la majorité parlementaire face à la population qui l'a élue. On ne pourra pas, je reviens sur la stratégie du CNR, gouverner avec 15-20%. Ça n'est plus possible dans notre pays. On a besoin de sortir de son clan, donc de construire des compromis. Donc moi, je suis prêt, j'ai donné les éléments de la base de ce compromis, j'y suis prêt pour ma part à ouvrir la discussion avec tous ceux qui, dans ce spectre large, peuvent se situer dans ce que j'appelle la remontada de notre pays. Eh bien, merci Arnaud Dombourg d'être venu nous voir à la tribune, pour cette grande tribune de la présidentielle. On posera la question de ce grand CNR à d'autres candidats avec qui vous avez tendu la perche, visiblement. Merci à Marc Endeveld d'être avec nous pour cet beau moment de recherche, effectivement, des grands débats de la présidentielle et de parler un peu autre chose de ce qu'on voit parfois dans d'autres débats. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. En tout cas, nous, on a pris plaisir à vous interroger. Merci beaucoup.